Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, la vraie histoire derrière Hormuz devient claire. Pourquoi la victoire d'hier à peu est traitée un appât? Pourquoi l'Iran a agi avec confiance? Et pourquoi le système discret de la Chine pourrait compter davantage que la conférence de presse la plus bruyante? Et si la plus grande victoire que le monde croyait avoir vue hier faisait en réalité partie du plan? Quelque chose s'est produit ce matin que presque tous les titres, tous les experts, et probablement même la plupart des gens au premier coup d'œil vont mal comprendre. Parce que ce qui se passe en ce moment semble simple en surface, mais en dessous, c'est une manœuvre qui se prépare depuis plus d'une décennie. Et voici la vérité qui dérange. Ce qui s'est produit au cours des dernières 24 heures n'était pas du chaos, c'était de la stratégie. Hier, le monde pensait que l'histoire était terminée. Le détroit d'Ormuz, le point de passage pétrolier le plus critique de la planète, a soudainement été déclaré ouvert par l'Iran. Presque instantanément, les marchés ont réagi. Les prix du pétrole ont chuté, les actions ont bondi, les médias mondiaux ont explosé d'optimisme. Même Donald Trump a publié un remerciement en majuscules, comme si une grande victoire venait d'être remportée. Parce qu'apparemment, dans l'orbite trumpiste, écrire en majuscules peut parfois être vendu comme une doctrine de politique étrangère. Tous les grands réseaux d'information ont repris le même récit. Tension en baisse, accord en approche, crise qui s'efface. Pendant un moment, on aurait dit que les États-Unis avaient imposé le résultat qu'ils voulaient, puis ce matin est arrivé. Sans avertissement, l'Iran a tout renversé. Le corps des gardiens de la révolution islamique est intervenu et a réaffirmé son contrôle total sur le détroit. Pas partiellement, pas symboliquement, complètement. Des navires ont commencé à faire demi-tour en pleine route. Des pétroliers ont ralenti, modifié leur itinéraire ou sont devenus complètement invisibles, disparaissant des systèmes de suivi. Des rapports ont fait état de navires grecs et indiens approchant du détroit pour finalement faire brusquement demi-tour avant d'y entrer. Un pétrolier a complètement cessé de transmettre sa position. Puis est venu le vocabulaire soigneusement choisi et extrêmement important. L'Iran n'a pas appelé cela une escalade militaire. Il n'a pas appelé cela une pression économique. Il a appelé cela de la piraterie, du vol maritime, accusant directement les États-Unis de contrôle criminel sur les eaux internationales. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ce n'est pas une réaction soudaine, ce n'est pas l'Iran qui change d'avis et ce n'est certainement pas une escalade aléatoire. Ce qui s'est produit en 24 heures, c'est l'exécution d'un plan. Un plan qui aurait pu être prévu depuis longtemps si l'on avait prêté attention à la structure profonde du pouvoir mondial, non pas au titre, mais au système. C'est le point central depuis le tout début de ce conflit. Parce que la réalité, c'est que cette situation n'a jamais vraiment été seulement une question de puissance militaire iranienne. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus patient. Il s'agissait de ce que la Chine construit discrètement depuis 10 ans. Un système, un réseau, un point de levier qui rend une chose absolument claire. L'Iran n'allait jamais abandonner Hormuz aux conditions de l'Amérique. C'est la partie qu'aucun point de presse triomphaliste ne peut faire disparaître en criant. La prédiction est importante, mais ce qui compte encore plus, c'est la manière dont cette prédiction pouvait être faite. Ce n'est pas une supposition et ce n'est pas une opinion. C'est une méthode. Une méthode très simple, très puissante. Une fois cette méthode comprise, les titres cessent d'être le centre de l'histoire et les résultats deviennent visibles avant même de se dérouler. La méthode commence par une question brutalement honnête. Que veut réellement chaque acteur? Non pas ce qu'il dit publiquement, non pas ce qu'il annonce en conférence de presse, mais ce dont il a vraiment besoin à un niveau structurel. Parce qu'en théorie des jeux, ce qu'un pays dit et ce qu'il veut réellement ne sont presque jamais la même chose. Il faut donc décomposer cela clairement. Que dit vouloir l'Amérique? Elle dit vouloir que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Elle dit vouloir que l'Iran recule sur ses ambitions nucléaires. Elle dit vouloir la stabilité, un accord et la fin de la guerre. C'est le récit officiel, le langage de la diplomatie. Mais que veut réellement l'Amérique? L'Amérique veut prouver quelque chose, non seulement à l'Iran, mais au monde entier. Elle veut démontrer qu'elle contrôle encore le point de passage énergétique le plus critique de la planète, qu'elle peut forcer une puissance régionale à se soumettre sous pression, et que sa présence militaire n'est pas seulement symbolique, mais décisive. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des routes du pétrole, il s'agit de crédibilité. Si l'Amérique ne peut pas imposer sa volonté ici, dans l'un des lieux les plus stratégiques de la Terre, alors chaque pays qui observe, de la Chine à la Russie, commence à se poser la même question dangereuse. La puissance américaine signifie-t-elle encore ce qu'elle signifiait autrefois? Maintenant, inversons la perspective. Que dit vouloir l'Iran?
Il parle de levée des sanctions, de dégel des avoirs, de souveraineté et de reconnaissance régionale. En surface, cela ressemble à des demandes négociables, des choses qui peuvent être discutées, ajustées et faire l'objet de compromis. Mais que veut réellement l'Iran? L'Iran veut quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus permanent. Il veut établir une fois pour toutes que le détroit d'Ormuz est sous contrôle iranien. Pas temporairement, pas conditionnellement, mais structurellement. Il veut que chaque pétrolier, chaque nation importatrice et chaque marché mondial intègrent une réalité simple. Si vous passez par Ormuz, vous le faites sous l'autorité de l'Iran. Parce qu'au moment où cela devient accepté dans la pratique, tout change. L'Iran n'est plus seulement un État sanctionné. Il devient un gardien stratégique incontournable, un pays que le monde ne peut pas isoler parce que le monde passe littéralement par lui. Et voici le point critique. Ces deux objectifs ne peuvent pas coexister. L'Amérique ne peut pas démontrer sa domination sur Ormuz pendant que l'Iran exerce son autorité souveraine sur celui-ci. Et l'Iran ne peut pas établir un contrôle permanent pendant que l'Amérique nie activement sa légitimité. Il n'y a pas de juste milieu ici. Aucun équilibre diplomatique astucieux. Aucun compromis permettant de sauver la face. C'est un résultat binaire. Un côté définit la réalité, ou l'autre le fait. Voilà pourquoi l'Iran ne renoncerait jamais à Ormuz aux conditions de l'Amérique. Non pas parce que l'Iran est irrationnel, ni parce qu'il veut un conflit sans fin, mais parce qu'y renoncer signifierait abandonner le seul point de levier qui donne à l'Iran une pertinence stratégique à long terme. Et aucun pays ne renonce volontairement à ce qui le rend important. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de la théorie des jeux. Et pourtant, Washington a continué à agir comme si la pression à elle seule pouvait briser cette logique, comme si des bombardements soutenus pouvaient neutraliser des incitatifs structurels, comme si une nation qui lutte pour sa position géopolitique à long terme allait soudainement céder sous une douleur à court terme. Mais l'Iran n'a pas cédé. Et ce matin, il l'a prouvé. Un slogan peut gagner un rassemblement, mais il ne peut pas réécrire un point de passage stratégique. Cependant, l'élément que presque personne ne relie correctement n'est pas seulement pourquoi l'Iran a refusé de reculer, mais comment il a pu le faire. Parce que si la situation est regardée objectivement, l'Iran a subi près de 50 jours de pression soutenue d'un type qu'on n'avait pas vu depuis la guerre du Golfe. Sa structure de commandement a été ciblée, ses positions militaires ont été mises sous tension, son économie poussée à des limites extrêmes, avec des estimations internes suggérant qu'il pourrait falloir des années pour se rétablir. Selon tous les indicateurs conventionnels, c'est un pays qui aurait dû être forcé au compromis. Et pourtant, ce matin, l'Iran n'a pas compromis. Il n'a pas hésité et il n'a pas adouci sa position. Il a refermé Ormuz avec confiance, avec clarté, et a ouvertement accusé les États-Unis de pratiquer la piraterie. La vraie question, la seule question qui compte maintenant, est donc celle-ci. Comment un pays soumis à un tel niveau de pression militaire et économique soutenue peut-il non seulement résister, mais encore escalader avec certitude? Parce que la réponse à cette question est la clé pour comprendre tout ce qui vient ensuite. Alors, quelle est la fondation structurelle derrière cette confiance? Pourquoi l'Iran, sous ce niveau de pression, agit-il avec certitude plutôt qu'avec hésitation? La réponse tient en un mot, la Chine. Mais pas la Chine comme la plupart des gens l'imaginent. Pas les titres, pas la diplomatie, pas les discours ni les alliances. Il s'agit de la Chine comme système, une architecture économique construite discrètement au cours de la dernière décennie, avec un objectif très précis. Faire en sorte que si un moment comme celui-ci arrivait, si les États-Unis tentaient d'étouffer économiquement l'Iran par des sanctions et des blocus, l'Iran ne se briserait pas. Pour comprendre cela, il faut voir le cadre plus large. Pensez-y comme à la décennie du silence. Parce que pendant que le monde était concentré sur les élections, les conflits et les titres, quelque chose de beaucoup plus profond se construisait en arrière-plan. Et une fois cette décennie comprise, le comportement de l'Iran cesse de sembler surprenant et commence à paraître inévitable. Cette histoire commence vraiment en 2018, lorsque Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et a réimposé les sanctions de pression maximale. Ce moment était censé isoler complètement l'Iran, le couper du système financier mondial et le forcer à se soumettre. Mais exactement à ce moment-là, la Chine a pris une décision. Pas une décision bruyante, pas une déclaration publique, mais un calcul stratégique discret que la plupart des gens à Washington n'ont pas pleinement saisi à l'époque. La Chine a décidé qu'elle deviendrait la bouée de sauvetage économique de l'Iran. Et ce n'était pas une question d'amitié ou d'idéologie partagée. La Chine ne l'a pas fait parce qu'elle soutient l'Iran. Elle l'a fait en raison de sa propre vulnérabilité. Une part massive de l'approvisionnement énergétique chinois, environ un tiers, transite par le détroit d'Ormuz.
Cela signifie que tout le moteur industriel chinois dépend d'un corridor étroit qui, historiquement, a été influencé ou contrôlé par la puissance navale américaine. La Chine a regardé cette réalité et a compris quelque chose de crucial. Si les États-Unis militarisaient pleinement Hormuz, l'économie chinoise serait exposée d'une manière qu'elle ne pouvait pas se permettre. Alors, au lieu de réagir plus tard, la Chine a commencé à se préparer tôt. Au cours des 10 années suivantes, elle a construit un système parallèle couche par couche, discrètement, patiemment et presque invisiblement. Pendant que la machine à titre façon Trump voulait des applaudissements instantanés, Pékin faisait quelque chose de moins spectaculaire. Il construisait la plomberie. La première couche était financière. La Chine a commencé à acheter du pétrole iranien en utilisant sa propre monnaie, le yuan, plutôt que le dollar américain. Cela peut sembler technique, mais c'est en réalité révolutionnaire. Le système financier mondial repose en grande partie sur des transactions en dollars traitées par un réseau appelé SWIFT. C'est le système qui permet aux États-Unis d'appliquer des sanctions en coupant certains pays des paiements en dollars. Mais en passant à des transactions fondées sur le yuan, la Chine a créé un canal par lequel l'Iran pouvait encore être payé sans jamais toucher au système du dollar. Pas de dollar, pas de levier. Pas d'accès à SWIFT, pas de contrôle. L'Iran pouvait continuer à exporter du pétrole, recevoir de l'argent et soutenir son économie complètement en dehors du principal outil de pression de l'Amérique. La deuxième couche était physique, le réseau maritime, souvent appelé la flotte fantôme. Au fil du temps, la Chine et ses partenaires ont perfectionné des méthodes pour déplacer du pétrole d'une manière extrêmement difficile à suivre. Les pétroliers éteignaient leur système d'identification, disparaissant effectivement des cartes mondiales de suivi. Les navires changeaient de pavillon, masquant leurs propriétés sous différents pays. Le pétrole était transféré d'un navire à un autre dans les eaux internationales, souvent près de l'Asie du Sud-Est, où le brut iranien était mélangé, réétiqueté et reclassé. Sur papier, il pouvait apparaître comme du pétrole venant d'ailleurs comme la Malaisie. En réalité, c'était toujours du pétrole iranien qui circulait dans le système sans être détecté. Les registres officiels pouvaient afficher 0 importation iranienne, mais le flux physique du pétrole racontait une histoire complètement différente. Le système ne fonctionnait pas seulement, il était optimisé. Puis est venue la troisième couche, les réserves stratégiques. Pendant que tout cela se produisait, la Chine stockait discrètement du pétrole, en quantité massive. Au cours de quelques années, elle a constitué des réserves estimées entre 1 et 2 milliards de barils, dont une grande partie achetée à prix réduit auprès de pays sanctionnés comme l'Iran et la Russie. Ce n'était pas seulement de l'efficacité économique, c'était une isolation stratégique. Ainsi, lorsque les tensions se sont intensifiées et que le détroit d'Ormuz est devenu instable, lorsque les prix du pétrole ont grimpé à l'échelle mondiale et que les marchés ont réagi avec panique, la Chine n'a pas bronché. Ces raffineries ont continué de fonctionner, ces industries sont restées stables pendant que d'autres économies se précipitaient pour trouver des approvisionnements et que des agences avertissaient de pénurie. La Chine avait déjà des mois de sécurité énergétique en réserve. Maintenant, prenez du recul et regardez l'ensemble. Un système financier qui contourne les sanctions, un réseau logistique qui cache l'approvisionnement et des réserves qui absorbent les chocs. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une architecture. Et c'est pourquoi l'Iran peut agir comme il le fait. Parce qu'il n'est pas seul. Il opère à l'intérieur d'un système spécifiquement conçu pour faire en sorte que la pression venue de l'extérieur ne se traduise pas par un effondrement à l'intérieur. Donc, quand l'Iran ferme de nouveau Hormuz, quand il escalade sans hésitation, quand il utilise des mots comme piraterie avec confiance, cette confiance ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une décennie de préparation que le monde a à peine remarquée. Et une fois cela vu, la vraie question n'est plus de savoir pourquoi l'Iran fait cela. La vraie question est ce qui se passe lorsqu'un système comme celui-ci est enfin mis à l'épreuve. Puis vient la quatrième couche, celle que la plupart des gens ne voient toujours pas pleinement, celle qui fait discrètement passer tout cela de l'économie au pur pouvoir stratégique, et c'est l'espace. Pas au sens de la science-fiction, mais dans le sens militaire le plus pratique possible. Les satellites, plus précisément des systèmes comme le satellite Tuan-B développé par un réseau commercial chinois, souvent associé à des entreprises comme Earth-Eye, et qui aurait été intégré à la conscience opérationnelle de l'Iran au cours des dernières années. Ce qui rend cela important, ce n'est pas seulement que l'Iran ait accès à des satellites. C'est la qualité et l'intégration de cet accès. On parle d'une précision d'imagerie allant jusqu'à une résolution inférieure au mètre, de la capacité à suivre les mouvements, les infrastructures et les déploiements dans la région en quasi-temps réel. Cela signifie surveiller des positions clés comme les bases en Arabie Saoudite, les mouvements navals dans le golfe Persique et les schémas plus larges d'activités régionales. Lorsque ce niveau de surveillance est combiné à des flux de renseignements partagés,
incluant potentiellement des données russes, cela commence à créer quelque chose de beaucoup plus vaste, un réseau de conscience en couche qui s'étend sur des centaines de kilomètres autour du périmètre stratégique de l'Iran. Et comme certains analystes de la défense l'ont formulé de manière générale, la visibilité sur le champ de bataille moderne atteint un point où si vous pouvez être vu, vous pouvez être ciblé. Cela ne signifie pas des frappes constantes, mais cela change la confiance avec laquelle un pays peut agir en sachant qu'il n'est pas aveugle. Maintenant, prenez du recul et reliez les 4 couches. L'indépendance financière face aux sanctions, la logistique invisible par le transport maritime fantôme, la sécurité énergétique amortie par les réserves et une meilleure conscience de la situation grâce au réseau satellitaire. Voilà ce que signifie la décennie du silence. 10 ans de construction patiente, délibérée, presque invisible. Pas d'annonce spectaculaire, pas d'alliance formelle déclarée dans les titres. Aucun moment unique signalant ce qui allait arriver. Simplement, système après système construit discrètement une couche à la fois. Et ce matin, lorsque l'Iran a de nouveau agi dans le détroit d'Ormuz et affirmé son contrôle avec confiance, cette confiance n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle reposait sur toute cette structure. C'est le genre de préparation qu'aucune légende de campagne de type mission accomplie ne peut remplacer. Mais maintenant, la position américaine doit être présentée dans sa version la plus solide, parce que c'est là que la plupart des analyses deviennent faibles. Elles ne défendent qu'un seul côté. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut tester les 2 camps. Honnêtement, l'argument américain est en fait très simple. La pression fonctionne. Dans cette perspective, le blocus fait exactement ce pourquoi il a été conçu. L'économie iranienne est sous réelle tension. Sa monnaie s'est affaiblie. Ses perspectives de croissance sont endommagées. Des estimations internes suggèrent de longs délais de rétablissement. L'activité des missiles a fluctué. Il existe des signes, du moins selon cette lecture, que la pression soutenue limite progressivement les options de l'Iran. En plus de cela, les États-Unis n'appliquent pas seulement la pression dans une seule dimension. Leur présence navale en couche, les sanctions contre les réseaux pétroliers, les canaux diplomatiques par l'intermédiaire d'acteurs régionaux et la préparation militaire continue. Des responsables, y compris des figures comme Pete Hegseth, parlant dans des discussions plus larges sur la défense, ont insisté sur la reconstruction et le maintien de la force. L'idée est simple. Appliquer suffisamment de pression constante sur tous les fronts et, éventuellement, l'autre côté n'a plus d'autre choix que de négocier selon vos conditions. Et historiquement, cet argument n'est pas vide. Il existe des exemples où une pression soutenue a contribué à des changements majeurs de politique. Des cas comme le désarmement de la Libye en 2003 ou les campagnes internationales de pression durant l'apartheid en Afrique du Sud. Donc la logique selon laquelle la pression peut fonctionner repose sur de vrais précédents. Elle n'est pas irrationnelle. Elle n'est pas sans fondement. Mais voici la faille critique. La partie qui change tout. L'argument américain suppose que la douleur mène à l'effondrement. Et ces 2 choses ne sont pas identiques. La douleur signifie qu'un pays est sous tension. Son économie souffre. Sa population ressent la pression. Ses systèmes sont mis à rude épreuve. Mais l'effondrement signifie quelque chose de totalement différent. Il signifie que le système ne peut plus fonctionner, ne peut plus se maintenir, ne peut plus prendre de décisions indépendantes. Et la distance entre ces 2 états, entre souffrir et se briser, est exactement ce que cette structure construite sur une décennie devait protéger. Parce que lorsque l'Iran est regardé à travers cette lentille, une chose devient très claire. Oui, il y a de la douleur, mais il n'y a pas d'effondrement. Le pétrole circule encore, pas librement, pas à des niveaux maximaux, mais suffisamment. Les revenus continuent d'entrer, imparfaits, mais fonctionnels. Les systèmes fonctionnent encore. Les décisions sont encore prises de l'intérieur et non dictées de l'extérieur. Cela signifie que l'Iran possède encore quelque chose d'incroyablement important. Le choix. Il peut choisir quand escalader. Il peut choisir quand marquer une pause. Il peut choisir quand négocier et quand s'éloigner. Et c'est là toute la différence. Parce que pendant plus de 50 jours, l'objectif de la pression maximale était de forcer l'Iran dans une position où il n'aurait plus de choix, où il devrait répondre, devrait céder, devrait accepter les conditions. Mais ce qui se produit à la place, c'est l'inverse. L'Iran n'est pas forcé à prendre des décisions. Il les prend. Et l'écart entre ces 2 réalités, l'écart entre être forcé et choisir, n'est pas aléatoire. Cet écart, c'est la Chine. Le problème avec la politique de pression, c'est qu'elle semble puissante à la télévision jusqu'à ce que l'autre camp ait encore des options après la pause publicitaire. Maintenant vient la suite. Parce que ce qui s'est produit ce matin n'était pas aléatoire. C'était un signal. Et la seule façon de lire ce signal correctement est la même façon dont tout le reste doit être lu. Par la théorie des jeux, l'histoire structurelle
et les véritables incitatifs. Pas les titres, pas les émotions, pas les réactions de surface. À partir de maintenant, cette situation peut suivre 3 trajectoires structurelles. La première possibilité est celle que Washington espère, que la pression économique et militaire accumulée finisse par franchir le seuil et que l'Iran accepte un accord avant l'expiration du cessez-le-feu. Dans ce scénario, l'Iran fait un calcul froid. Le coût de poursuivre le conflit devient plus élevé que celui d'accepter les conditions. La composante financière devient décisive. Les rapports sur des dizaines de milliards d'avoirs gelés, négociés quelque part entre les offres initiales basses et les demandes iraniennes plus élevées, commencent à ressembler à un compromis viable. Un cadre est convenu. Les deux côtés s'avancent et déclarent victoire. Donald Trump revendique un succès stratégique. L'Iran affirme préserver sa souveraineté, mais la vraie histoire ne serait pas dans les titres. Elle serait enfouie dans la structure de l'accord. Et c'est généralement le moment où le podium le plus bruyant obtient le slogan le plus propre, tandis que les petits caractères font discrètement le vrai travail. Parce que même si l'Iran le présentait comme une défense de sa souveraineté, la preuve qu'il n'a jamais abandonné le contrôle, l'Amérique, de son côté, le présenterait comme un triomphe diplomatique. La preuve que la pression soutenue a forcé l'Iran à revenir à la table des négociations. Les deux camps revendiqueraient la victoire. Et dans un sens politique étroit, les deux auraient raison. Mais le véritable résultat se trouverait sous les déclarations publiques. Même dans le cadre d'un accord formel, l'Iran pourrait encore préserver une influence pratique substantielle sur le détroit d'Ormuz. Les voies maritimes pourraient rester techniquement ouvertes, mais le transit pourrait encore fonctionner selon des paramètres façonnés par la supervision iranienne. Le trafic maritime pourrait continuer à circuler, mais seulement à travers un cadre de sécurité dans lequel l'Iran demeure un acteur indispensable. Le corps des gardiens de la révolution islamique conserverait probablement un rôle opérationnel visible, non pas comme un acte de confrontation ouverte, mais comme un rappel d'une autorité durable. L'Iran décrirait cela comme une gestion régionale responsable. Washington parlerait d'une désescalade réussie. Les marchés célébreraient la stabilité, les titres déclareraient la crise résolue. Pourtant, la réalité profonde serait beaucoup plus complexe. Le détroit pourrait être ouvert, mais l'équilibre du pouvoir aurait changé. La voie maritime ne serait plus vue simplement comme un passage international. Elle serait de plus en plus comprise comme un corridor, où l'influence iranienne est structurellement intégrée, reconnue dans la pratique, même si elle n'est pas pleinement reconnue dans... C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.